Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc, mes très chers enchanteurs, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. On vient d'écouter un petit extrait, bien sûr, de Casse-Noisette, parce que, bien sûr, on a notre merveilleuse Agnieszka avec nous. Bonjour à tous. Ça va bien? Anna. Oui, ça va très bien. T'as passé de belles fêtes? Oui, de très belles fêtes. Waouh, un joyeux Noël, hein, franchement, aux petits oignons, comme on dit. Oui, aux petits oignons et au chocolat. Alors ce matin, tu vas donc nous faire découvrir l'univers de Casse-Noisette. Tu sais que tout le monde en parle de cette histoire, de ce conte, mais c'est un conte que je connais très très peu. Donc tu vas nous ouvrir les portes autour de ça et je suis super contente. Oui, je vais ouvrir la porte du merveilleux. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, alors attention, poussière d'étoiles. Eh bien, bonjour mes chers enchanteurs et enchanteresses du dimanche matin. En cette fin d'année, quand les lumières de Noël dansent encore aux fenêtres, quand le temps semble suspendu entre ce qui s'achève et ce qui va naître, je vous invite à pousser une porte. Une porte qui grince doucement, celle de l'enfance, celle des rêves, celle d'un conte où les jouets prennent vie, où les souris portent des couronnes et où un simple casse-noisette va changer le destin d'une petite fille. Ce matin, dans la magie des contes, nous allons plonger ensemble dans l'un des récits les plus mystérieux et enchanteurs de la littérature romantique allemande, Casse-Noisette, et plus particulièrement appelé Casse-Noisette et le roi des souris, écrit en 1816 par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Un conte de Noël, oui, mais aussi un conte sur le passage, la métamorphose et le courage de croire encore à la magie quand le monde devient sérieux. Hoffmann, Amadeus, n'était pas un auteur ordinaire. Il était juriste le jour, musicien la nuit, dessinateur, rêveur, conteur et surtout un homme déchiré entre la raison et l'imaginaire. Alors nous sommes au début du 19e siècle, en pleine époque romantique allemande, un courant qui refuse le monde froid et rationnel et qui proclame que l'imaginaire est une vérité profonde. Hoffmann écrit Casse-Noisette pour des enfants, mais surtout pour l'enfant intérieur des adultes. À l'origine, le conte est plutôt sombre. Il parle des peurs nocturnes, de métamorphoses inquiétantes et d'un monde invisible qui se cache juste derrière le réel. Mais avant de résumer l'histoire, qu'est-ce qu'un casse-noisette? Un casse-noisette, à l'origine, n'est pas un jouet. C'est un objet utilitaire ancien en bois sculpté. Il prend souvent la forme d'un petit soldat ou d'un personnage au visage un peu grotesque. Sa bouche est grande, ses dents sont carrées, son sourire semble figé. Et à l'arrière de sa tête, il y a un levier. Quand on l'abaisse, la mâchoire se referme brusquement et broie la coque dure de la noisette. Donc c'est un objet rigide, mécanique, presque brutal, et c'est précisément pour cela que Hoffmann le choisit. Dans le conte, le casse-noisette est un peu maladroit, bancal, voilà, différent des beaux jouets élégants, il est fait pour casser. Donc le casse-noisette, il symbolise plusieurs choses à la fois. Ce qui enferme une âme dans une apparence rigide, le mécanisme invisible de l'existence et la beauté cachée derrière ce qui semble laid. Donc, ce casse-noisette est conçu pour briser les coques, mais lui-même est prisonnier de la sienne. Le casse-noisette est un objet qui brise les coques, mais qui attend lui aussi que quelqu'un brise la sienne. Alors, l'histoire du conte. C'est une nuit de Noël pas comme les autres.
L'histoire commence la veille de Noël, dans une maison bourgeoise allemande du 19e siècle. Le sapin brille de mille feux. La petite Marie et son frère Fritz reçoivent des cadeaux merveilleux. Mais parmi eux, un objet étrange attire l'attention. Un casse-noisette en bois au sourire figé, un peu maladroit. C'est un cadeau de Drosselmeyer. Drosselmeyer, c'est le parrain horloger des enfants. C'est un personnage mystérieux, je dirais peut-être mi-magicien, mi-inventeur, dont les yeux semblent toujours savoir plus qu'ils n'en disent. Pour le petit frère Fritz, donc Drosselmeyer, son parrain, offre des jouets spectaculaires, des soldats brillants, des chevaux, des canons, des jeux de bataille qui convient au petit garçon qu'il est. Alors que pour Marie, il offre autre chose, un casse-noisette. Un petit personnage de bois, au sourire figé, au visage étrange, presque inquiétant, ce n'est pas le plus beau des cadeaux, ni le plus élégant. Mais Marie, immédiatement, s'y attache. Elle le protège, elle le place à l'écart contre son cœur, elle le regarde comme on regarde un être vivant. Et lors de la soirée, son frère Fritz, dans un élan brusque, il casse le mécanisme du casse-noisette. Marie en est profondément affectée. Elle soigne le casse-noisette comme on soigne un blessé. Elle l'enveloppe, le cache, le garde près d'elle. Puis la fête se termine. Les adultes rangent et tout le monde va se coucher. Les lumières s'éteignent. Mais pour Marie, quelque chose ne s'est pas éteint. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle retourne seule dans le salon silencieux. Le sapin est encore là, mais baigné d'une lumière bien étrange. Les ombres s'allongent, et lorsque là, les choses changent, le salon s'est transformé, les meubles sont devenus immenses, et des souris surgissent de partout, rapides et nombreuses. À leur tête, le roi des souris, étrange créature aux 7 têtes, menaçante non pas sa taille, mais par la peur qu'elle inspire. Face à elle, les jouets se sont animés. Les soldats de plomb ont pris position. Et le casse-noisette, petit personnage de bois au sourire figé, se dresse comme un véritable chef de guerre. Le combat éclate. Les soldats tombaient. Les souris gagnaient du terrain. Quand le casse-noisette est sur le point d'être vaincu, Marie lance sa chaussure sur le roi des souris. Mais dans cet élan, elle chute contre une vitrine. Le verre se brise et son bras est entaillé. Et le sang qui coule prouve que cette nuit-là n'était pas un simple rêve d'enfant. Alors pour ce monde minuscule, ce geste a été décisif. Le roi des souris recule. Les souris se sont dispersées. Et à cet instant précis, le jeu s'est arrêté. Car ce sang n'était pas celui d'un rêve. C'était la preuve qu'elle avait bien traversé un seuil. Les parents se réveillent et découvrent Marie évanouie devant la vitre brisée. Ils la mettent dans son lit. Ils soignent sa blessure. Marie est fiévreuse. Les adultes ne croient pas en cette histoire de bataille et pensent qu'elle délire, qu'elle est malade. Mais Marie sait. Ce qu'elle a vécu n'était pas un songe, c'était un passage. Et à partir de ce jour-là, le monde de Marie ne sera plus jamais tout à fait le même. La nuit continue toujours, Marie s'endort, puis lorsqu'elle ouvre les yeux, sa chambre est là, et pourtant elle semble plus vaste, plus profonde, comme si les murs avaient reculé pour laisser entrer autre chose. Devant elle se tient le casse-noisette. Il n'était plus un objet, un jouet de bois. Il a grandi. Il est désormais à taille humaine, comme un beau jeune homme sorti d'un autre monde. Il respire, ses yeux brillent d'une grande douceur, et il s'incline devant Marie.
non comme devant une enfant, mais comme devant celle qui l'a sauvée. Et dans ce simple geste, Marie comprend que la nuit n'est pas terminée, qu'elle se trouve à l'orée d'un voyage dont on ne revient jamais tout à fait. Alors le casse-noisette lui tend lui tend la main, et Marie, sans réfléchir, la prend. À partir de cet instant, le monde enchanté peut enfin s'ouvrir. C'est le passage de l'entre-deux-mondes. Ils franchissent ensemble un seuil invisible. Le sol disparaît sous leurs pieds et Marie a l'impression de marcher sur de la musique, sur un murmure de clochettes et de vent. Autour d'eux s'élèvent des sapins immenses dont les aiguilles scintillent comme de l'argent. Chaque branche semble vivante, comme si la forêt respirait à l'unisson. Le froid n'existe plus. L'air est doux, sucré, chargé d'odeurs de miel, de cannelle et de fleurs nocturnes. Marie n'a pas peur. Elle ressent seulement cette étrange certitude. Elle est exactement à l'endroit où elle doit être. Puis, ils arrivent dans un jardin merveilleux. Ce n'est pas un jardin ordinaire. Les fleurs se penchent pour regarder Marie passer. Certaines murmurent son nom. D'autres s'ouvrent lentement comme pour la saluer. Les fontaines ne coulent pas d'eau, mais une lumière liquide, douce et tiède qui éclaire les visages. Le casse-noisette lui raconte alors ce lieu et lui dit que ce royaume est né des rêves d'enfants, de ceux que l'on oublie en grandissant, mais qui continuent d'exister quelque part dans un monde parallèle au nôtre. Marie écoute, et plus elle écoute, plus elle sent quelque chose changer en elle. Elle n'est plus seulement une enfant qui regarde, elle devient quelqu'un qui comprend. Et au loin se dessine une cité enchantée. Ses tours sont faites de sucre cristallisé, ses fenêtres de verre coloré, ses rues pavées de perles et de pierres claires. Quand Marie y entre, les habitants s'arrêtent. Ce sont des poupées devenues vivantes, des soldats de plomb au regard doux, des figurines autrefois figées, désormais animées par une conscience fragile et lumineuse. Tous s'inclinent, non pas devant une princesse née d'un trône, mais devant celle qui a osé croire, celle qui a protégé le casse-noisette. Et là, un palais se dresse au centre de la cité. À l'intérieur, tout est calme. Pas de face inutile, pas de richesse écrasante, seulement une harmonie parfaite. Le casse-noisette conduit Marie dans une salle immense où le silence est si profond qu'il semble sacré. Et là, il lui raconte toute la vérité. Il lui parle de la reine des souris, de sa vengeance, du sort jeté sur lui. Il lui raconte comment il a vécu enfermé dans le bois, conscient, mais incapable de parler, de bouger et d'aimer. Il lui dit sa solitude, le temps figé, l'attente d'être délivré. Et Marie comprend que ce royaume, aussi magnifique soit-il, n'est né que de la douleur. Alors, sans réfléchir, elle pose sa main sur celle du prince, car oui, le casse-noisette était un prince. Ce geste est simple, mais il est définitif. À cet instant, le sort se brise complètement. Une lumière nouvelle envahit le palais, les murs semblent respirer, les habitants chantent. Le royaume enchanté n'est plus un refuge fragile, il devient un monde stable, apaisé. Mais Marie sent quelque chose d'autre, une tristesse douce, car elle comprend que ce monde ne peut exister que tant qu'on accepte d'y croire et que le matin approche. Quand Marie se réveille dans son lit au petit matin, tout semble normal. Les jouets sont immobiles, la maison est silencieuse, et pourtant rien n'est vraiment comme avant. Oh, Marie parle du royaume, du prince, de la nuit dans le palais enchanté. Ses parents, les adultes, lui sourient. Ils disent
que ce sont des rêves de petite fille. Mais Marie sait, elle sait que certaines vérités ne peuvent être expliquées, seulement vécues. Les années passent. Marie devient une belle jeune fille. Et un jour, son parrain, Drosselmeyer, vient lui rendre visite. Il est accompagné d'un jeune homme. C'est son neveu, le neveu de Drosselmeyer. Et ce neveu, eh bien, il ressemble trait pour trait au prince. Il a le même regard que le prince, la même voix calme, la même douceur grave. Il regarde Marie comme s'il l'avait toujours connue et demande sa main. Et elle, dans ce regard, elle reconnaît le royaume enchanté. Voici le résumé de l'histoire. Waouh. Alors, oui, pardon, j'ai cru que c'était fini. Non, c'est pas fini. c'est fini. Et après, je vais vous montrer un petit peu pourquoi le prince a été ensorcelé. D'accord. Waouh. Ça promet, hein? Alors, pourquoi le prince a-t-il été ensorcelé? Oui, eh bien, peu de gens connaissent vraiment le secret de Casse-Noisette. Parce qu'avant de devenir ce casse-noisette en bois que nous connaissons tous, le jeune homme, le prince, a été frappé par une malédiction terrible. Et tout commence avec la reine des souris, une créature rusée et puissante. Elle avait mis au monde une fille monstrueuse, Pirlipa. Et la mère du prince, elle était inquiète pour la reine des souris. Elle était inquiète pour cet enfant et elle fait appel à Drosselmeyer, son célèbre horloger magicien capable de manipuler les anciens sorts et les forces mystérieuses. Et là, on comprend que Drosselmeyer, il était au service royal de la reine et du prince, et qu'il est passé dans le monde des humains pour aller chercher Marie plus tard. Donc, Drosselmeyer, il essaye de sauver la fille de la reine des souris, mais malheureusement, Drosselmeyer, il provoque, sans le vouloir, la mort des 7 fils de la reine des souris. 7 jeunes filles disparaissent. Et la reine des souris, emplie de vengeance, décide de frapper. Mais voilà, Drosselmeyer est trop habile, trop puissant et protégé par son savoir et par le monde humain. Et elle ne peut pas le toucher. Alors la reine des souris, elle choisit une victime fragile, le prince, le jeune prince, innocent et sans défense. Et le sort est terrible. Le prince est transformé en casse-noisette. Il est condamné à rester un objet grotesque de bois et mécanique, jusqu'au jour où une jeune fille l'aimerait sans dégoût malgré son apparence. Drosselmeyer, lui, ne reste pas passif. Il va dans le monde des humains et il choisit Marie. Il sait que son cœur pur pourra un jour briser la malédiction. Il se rapproche de la famille de Marie, il gagne leur confiance et il devient son parrain ainsi que son frère. Tout cela pour s'assurer que la jeune fille sera prête à sauver le prince. Donc le prince ne pourra redevenir lui-même que grâce au courage et à l'amour de Marie. Et c'est là toute la force du conte, la magie, la vengeance, l'innocence et le courage s'entrelacent. Le mal n'est pas jamais simple, mais la vengeance frappe les innocents et pourtant au cœur de cette obscurité, l'espoir existe toujours. Donc Marie deviendra l'alliée, la sauveuse, celle qui transformera le bois en chair, la malédiction en délivrance. Et tout cela commence grâce à un cœur capable d'aimer ce qui paraît laid ou impossible à aimer. Parce que Marie n'a pas épousé seulement un homme, un prince. Elle a épousé un monde qu'elle avait osé croire réel. Et Hoffmann nous laisse cette question suspendue dans l'air. Avons-nous, nous aussi, gardé assez de courage pour reconnaître le royaume enchanté quand il se présente à nous sous une forme ordinaire? Donc, les personnages et leur symbolique. Marie, en fait, elle incarne l'imagination, la sensibilité, la foi dans le merveilleux.
Marie est celle qui voit, là où les autres ne regardent plus. Elle symbolise l'enfant intérieur que nous perdons trop souvent en grandissant. Alors que le casse-noisette, lui, alors c'est un objet cassé, bancal, imparfait, il représente l'âme enfermée, la beauté cachée derrière la laideur. C'est aussi le symbole du potentiel ignoré, de ce qui attend d'être aimé pour se révéler. Et nous avons le roi des souris. Il incarne les peurs nocturnes, les angoisses de l'enfance, mais aussi les forces obscures du monde adulte, le cynisme, la peur et la moquerie. Et Drosselmeyer, c'est un personnage fascinant, il est le passeur en fait, celui qui ouvre les portes entre les mondes. Il peut symboliser aussi un peu l'artiste, le créateur, celui qui fait que la magie existe. Alors, nous avons évidemment, après Hoffmann, l'histoire de Casse-Noisette connaît une seconde vie. Il faut savoir qu'en 1844, Alexandre Dumas reprend le conte. Il en garde la féerie, les jouets, la nuit de Noël. Mais il en adoucit les ombres. Chez Dumas, il l'a appelé d'ailleurs « Histoire d'un casse-noisette ». Il devient une histoire beaucoup plus claire, plus lumineuse, destinée aux enfants. Et là, le parrain, Drosselmeyer, n'est plus une figure inquiétante, mais un conteur fantasque. La bataille contre le roi des souris existe toujours, mais elle est beaucoup plus brève, moins effrayante. Le casse-noisette triomphe d'ailleurs rapidement dans la version de Dumas. Il se transforme en prince et entraîne la jeune héroïne dans un royaume merveilleux. Un monde de fêtes, de douceur, de paysages enchantés. Le doute disparaît, le rêve est assumé et la fin est heureuse, sans ambiguïté. Et puis, en 1892, la musique prend le relais. Tchaïkovski compose le célèbre ballet Casse-Noisette, inspiré de la version de Dumas. Sur scène, l'histoire se raconte sans mots, par la danse, par les couleurs, par la musique. La jeune héroïne, souvent appelée Clara, reçoit un casse-noisette le soir de Noël. Et la nuit, les jouets s'animent, les souris surgissent, le combat éclate, le casse-noisette vaincra le roi des souris et devient un prince. Et ensemble, avec la jeune fille, ils traversent le royaume des neiges et le royaume des délices, où apparaissent la fée dragée et les grandes danses du monde. D'ailleurs, la fée dragée, il y a un personnage que tout le monde croit connaître, mais qui n'existe pas chez Hoffmann. Donc seulement dans le ballet de Tchaïkovski, la fée dragée. Elle n'apparaît ni dans le conte original, ni dans les nuits tourmentées de Marie. Elle naît plus tard avec Alexandre Dumas et surtout avec le ballet de Tchaïkovski. Donc, la fée dragée, c'est la douceur incarnée. Elle règne sur le royaume des délices, ce pays où tout est sucre, lumière et harmonie. Elle n'a pas besoin de baguette magique. Sa magie, c'est la bienveillance. Elle reçoit Clara et le prince après les épreuves, après la peur, après le combat. Donc la fée dragée ne combat pas, elle ne juge pas. Elle célèbre les victoires. Elle récompense avec les pâtisseries. Oh, on adore les gâteaux, parce que cela rappelle l'enfance, le bonheur d'être un gourmand. Elle est la promesse que, après les nuits sombres de l'enfance, il existe un lieu où l'on peut se reposer, où l'on peut danser, où l'on peut goûter à la joie pure. Et musicalement, Tchaïkovski lui offre un son inédit, le Sélestat. Qu'est-ce qu'un Sélestat? Le Sélestat est un instrument de musique à clavier qui ressemble à un petit piano et dont le son n'est pas produit par des cordes. Quand on appuie sur une touche, un petit marteau frappe une lame de métal placée au-dessus d'une caisse de résonance en bois. Le résultat est un son clair, cristallin, aérien,
qui évoque des clochettes, des étoiles ou une poussière de lumière de fée. D'ailleurs, Célesta, le mot Célesta, du latin Celestis, qui signifie céleste, du ciel divin, venu des hauteurs. Donc, ça vient venu du ciel. Donc, Tchaïkovski l'a choisi pour la fée dragée parce que ce son n'appartient pas à la terre. Il brille, il flotte, il scintille. C'est la musique de la magie. D'ailleurs, la fée dragée, elle incarne ce que le ballet ajoute à l'histoire. La récompense après l'épreuve, la douceur après la peur et la lumière après l'ombre. Elle nous fait simplement sentir que tout ira bien. D'ailleurs, le ballet ne cherche pas à expliquer, il cherche à faire ressentir. Là où Hoffmann interroge l'ombre et le passage à l'âge adulte, Dumas raconte une féerie et Tchaïkovski nous offre un rêve. Donc il y a 3 œuvres, 3 langages, mais une même magie de Noël qui continue encore aujourd'hui à faire battre nos cœurs. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Paris, le ballet de Casse-Noisette est en représentation au Palais des Congrès dans le 17e du 11 décembre 2025 au 11 janvier 2026. Et le ballet dure 2h10. Voilà, avec entracte. C'est la petite parenthèse. Alors, pourquoi Casse-Noisette nous accompagne encore aujourd'hui? Eh bien, si Casse-Noisette nous accompagne encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause de Noël, ni à cause des ballets, ni à cause de la musique que nous reconnaissons dès les premières notes. C'est parce que ce conte parle d'un passage, le passage de l'enfance vers un autre monde. Le moment où l'on découvre que les adultes ne voient pas tout. Le moment où l'imaginaire devient une force de survie. Chez Hoffmann, l'enfance est fragile, traversée de peur d'injustice et de combats invisibles. Chez Dumas, cette enfance est protégée, rassurée, enveloppée de féerie. Et chez Tchaïkovski, elle devient musique, danse, émotion pure. Casse-Noisette nous rappelle que parfois, il faut aimer ce qui paraît étrange, croire ce que les autres refusent de voir et défendre ce qui semble minuscule. Une noisette est petite, mais elle contient un monde. Casser la coquille, c'est accepter de grandir sans perdre la capacité de rêver. Et si l'on offre encore Casse-Noisette à Noël, c'est pour se souvenir que même adultes, nous avons besoin de royaumes enchantés, de musique qui brille et d'histoires qui nous disent que la douceur existe après l'épreuve. Et en cette fin d'année, Casse-Noisette nous murmure une chose simple. Gardez votre cœur ouvert, osez croire à la magie et n'oubliez jamais que les plus grandes transformations commencent souvent par un tout petit geste, un jouet de bois, une noisette et un acte d'amour. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec une image simple, celle d'une noisette. Petite, dure, fermée. Toute l'année, nous passons notre temps à renforcer nos coques, à nous protéger, à serrer les dents, à faire semblant d'aller bien, comme si montrer notre fragilité était un danger. Et puis, il y a des moments particuliers, des soirs comme celui-ci, des fins d'année, des nuits de Noël, des instants où le monde ralentit enfin, où le bruit baisse, où l'on s'autorise à regarder autrement. Et dans le conte de Casse-Noisette, la noisette nous murmure ceci. Ce qui est précieux n'est jamais exposé, c'est toujours caché derrière une coque. Et parfois, il faut accepter qu'elle se brise. Oh, pas pour détruire, mais pour révéler. Peut-être que cette année, vous avez été le casse-noisette de quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous aidé, soutenu, porté. Et peut-être, sans le savoir,
Avez-vous attendu que quelqu'un fasse la même chose pour vous? Alors, en cette fin d'année, je vous souhaite une chose simple et rare. Le courage de laisser tomber la coque au moins un instant et la douceur de découvrir au cœur de l'hiver ce qui était vivant en vous depuis toujours. Très belle fin d'année à vous et que la magie des contes continue à veiller doucement sur vos nuits, vos matins et le 4e dimanche du mois sur Radio Antasia. Eh bien, merci ma petite chérie, vraiment pour ce magnifique conte, retour de conte, Casse-Noisette. Qu'est-ce que tu as ressenti en découvrant cette histoire et toutes ces recherches que tu as menées? Ah bah, ce que j'ai ressenti, j'ai beaucoup d'émotions. Ouais, on sent dans ta voix. On sent beaucoup d'émotions parce que vraiment, ils veulent que ce soit Hoffmann, que ce soit Dumas, que ce soit Tchaïkovski. Ils veulent montrer en fait que l'imaginaire existe. Et ça, c'est un beau message. Oui. C'est clair. Il y a du monde sur le chat qui te fait plein de gros bisous. Il y a Claude qui est là également. Il t'embrasse. Il dit waouh, merci Agnieszka. Tu verras, tu auras l'occasion de lire les messages. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que je ne connaissais pas trop ce conte. J'ai surtout vu le ballet de Tchaïkovski, qui est vraiment une féerie pure. Vraiment, c'est l'émotion. Mais en fait, ils prennent des passages de Dumas. Mais c'est tellement beau. Mais c'est des tableaux d'une beauté, on peut même pas imaginer. Vraiment. C'est à voir une fois dans sa vie au moins, le ballet de Casse-Noisette. Et à cette période. Oui, c'est à cette période. Ben oui, parce que ça parle d'une nuit de Noël, en fait. Donc il faut. Exactement. Si vous avez théâtre du style Broadway dans le coin, près de chez vous, ce serait sympa d'aller chercher où est-ce qu'il propose ce genre de spectacle. Bah là, au Palais des Congrès à Paris, oui. donc, jusqu'au 11 janvier, il passe le ballet de Casse-Noisette. Donc là, c'est vraiment... voilà, ça dure 2h10. Oui. Donc il y a de quoi pour ceux qui sont sur Paris, évidemment, c'est toujours pareil. Mais peut-être qu'il y a une tête dans la province. Hein. Oui. Faut regarder. Hein. C'est la question que je me posais. Oui. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous à Paris. Oui, voilà, c'est vrai. Et donc, alors, la prochaine chronique pour 2026. Tu nous l'avais dit la dernière fois. Et oui, alors, un nouveau chapitre de la magie des contes s'ouvre. Eh bien, un conte de Charles Perrault, Les Fées. Yeah! Ah, aussi, c'est une histoire rock'n'roll. Hein. Oui, mais avec beaucoup de symboles dans ce conte qui est très court, qui est un des contes les plus courts, avec Rika à la houppe. C'est 2 contes qui sont extrêmement courts, mais alors qui sont très efficaces. Bah, c'est vrai, alors, moi je connais pas le deuxième que tu as cité, mais le premier je connais très bien. Et ouais, c'est vrai que c'est pas bien long, mais l'histoire, on la comprend très très bien, très très clair. J'ai même l'impression que c'est une sorte de mix avec Cendrillon. Ça me fait penser un peu à Cendrillon. Oui. Sauf que là, c'est pas une belle-mère, c'est pas des demi-sœurs. Ben, en plus, dans les faits, on retrouve d'ailleurs dans le film de Cendrillon de 2015, ils ont repris en fait une scène de ce conte de Perrault, les fées, justement. Au début, quand la marraine, elle est déguisée en vieille femme et qu'elle demande de l'eau à Cendrillon dans le jardin. Tout à fait, effectivement, oui. Il y a l'histoire de... Mais oui, t'as raison, Agnieszka. Ouais. Ouais, voilà. Donc, ils ont repris. Donc, ce film a vraiment mis en lumière ce conte un instant. Ouais. Comme si c'était relié en réalité. Exactement. C'est le même royaume qui protégeait les damoiselles. Oui. Eh ben. Et oui. Donc, là, je veux dire le week-end prochain, l'année prochaine, fin janvier, les enchanteurs, le 25 janvier, Agnieszka sera parmi nous pour nous faire découvrir déjà le conte Les Fées de Charles Perrault. Et puis après coup, nous transmettre toute l'analyse et le décortiquage. Et là, place au lapin blanc. Où est-il ? Oui, il est là, il est impatient. Il est impatient. Il trépigne. Oui, il est là, il est impatient. Hé, lapin, c'est à toi là, on t'attend. Ah bah moi aussi, je sais danser comme la fée dragée. Mais c'est quoi cette histoire de Casse-Noisette ?
Oh. J'ai failli me casser mes dents de lapin avec une noisette farceuse. Alors, tu sais danser comme Casse-Noisette, mais c'est vachement bien. Ah bah oui, j'ai même chanté. Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que j'ai failli me casser les dents, moi, avec la noisette farceuse. Bah, au moins, avec les carottes, pas besoin de casse-noisette. Mes incisives, avec claque d'un coup la carotte et hop dans le bouillon. Ah bah oui, alors. Moi, je peux pas m'empêcher de rigoler à chaque fois que je t'entends, mon très cher lapin blanc. Je suis morte de rire à chaque fois. Bah oui, parce que lorsque mes invités sont venus à Noël, il fallait qu'ils aiment les carottes, ceux-là. Et oui, Bah après, ils sont sortis du terrier tout joyeux. Ah bah oui, parce que les carottes, ah oui, les carottes, c'est l'avenir de l'homme. Pour devenir aimable, on va sauver la planète avec des carottes. C'est moi qui vous le dis. c'est vrai que tu nous avais dit pour l'émission du réveillon de Noël que tu avais un sapin de carottes, que tu faisais des repas en carottes, Bah des oui, parce soupes que de ça rend carottes. aimable. Ah Bah bah oui. tout à fait. Bah oui, parce que si mes invités sont pas aimables, je leur dis au revoir. Ah, Je leur dis au revoir, bah non. Ils arrivent, ils disent, t'es aimable toi? Et non, allez, au revoir, pas. Voilà, et comme ça va vite pour le repas, moi je peux manger toutes les carottes. Voilà. les enchanteurs t'adorent. Vive le lapin blanc, joyeux Noël au lapin blanc. Pan, 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 pan. Oh, le lapin blanc n'est pas en retard ce matin, Ah bah non, je suis pas en retard. Ah bah non. pour une fois. Ah, 3 minutes de retard, j'ai regardé. 3 minutes. On a une enchanteresse, mon très cher lapin blanc, qui nous dit, Mimi, on te fait plein de bisous, qui nous dit quand le lapin blanc est là, c'est une bouffée de magie et de bonheur. Hein. Donc Ah bah on oui, t'aime. bah Hein. c'est pour ça, parce qu'il faut manger des carottes. Il faut manger des carottes, manger des carottes, voilà. Mangez des carottes, les enchanteurs. Bah oui, d'ailleurs, il faut savoir, pour le 31, Oui. avis à tous les enchanteurs, pour le 31, il faut faire pa, 31e fois. Waouh. Tu tournes en même temps. Pendant le 31 pa, fois, pan, 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 pan. Oui, tu dois faire pa, 31e fois, tu tournes en même temps autour du sapin et tu deviens complètement dingo. Voilà, tu commences 2026 sur les chapeaux de roue. Waouh. Ah oui, Voilà. non mais là, oui. 31 fois, En fait, c'est une magie très particulière que tu nous proposes là. Bah oui, mais bon, et puis après tu deviens énorme, tu vas dire bonjour à tout le monde. C'est vrai. Tu vas être complètement pompette, en réalité. Bah oui, mais bon, moi les carottes, ça rend pas pompette, hein, ça rend pas. Oui. Sacré lapin blanc. Bon, alors, est-ce que tu as reçu quand même des cadeaux pour Noël, mon très cher lapin blanc? Des carottes, j'imagine. Oui, des carottes, bon. Je me suis mise un peu à la salade. Ouais. Oui, d'ailleurs, j'ai pas compris trop ces salades, mais bon, je sais pas, c'est un ami écureuil, il m'a ramené des noisettes, c'est pour ça que j'ai failli me casser les dents. Je lui dis, mais c'est quoi cette histoire? Moi, je te donne tes noisettes, moi, je te donne des carottes, tu te casses pas les dents, et toi, tu me donnes des noisettes et je me casse les dents. Non mais oh, papa! Tu nous fais une cure de détox, mon très cher lapin blanc? Comme dit Ah bah oui. Julien. Oui, bon voilà, avec la salade, bah c'est sûr, hein, Ouais. ça fait digérer. Hein. Alors, il y en a plein qui reprennent ton expression. Hein. Complètement... Non, complètement dingo, parce que c'est toi, complètement dingo, tu n'arrêtes pas de le dire. Ah bah oui, mais ça, c'est la reine de cœur, ça, c'est mon slogan. Hein. Ah. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Ne mangez pas trop de gâteaux. Parce que sinon vous allez gonfler comme des ballons. Et après, c'est trop tard. La reine de cœur vous prendra comme balle de croquet. Voilà. Waouh. Mais elle est pas sympa, la reine de cœur, quand même. Hein. Oui, mais il faut pas manger de gâteau, hein. Ouais, mais s'il a l'air bon et succulent, il faut éviter. Ah oui, ça D'accord. suffit. Après, tu prends des tisanes. Oui, Des c'est tisanes mieux. de carottes. Voilà, tisane de carottes et encore de carottes. Et toujours des carottes. Tu veux chanter avec moi, mon petit lapin blanc? Toujours Oui. des carottes. Vas-y. Mangez des carottes, et mangez des carottes. Et tu manges des carottes, mon petit lapin blanc. On mange tous des carottes. Je vais manger des carottes et tu vas voir un peu comment tu vas être. J'adore. C'est trop mignon. J'adore. Bon, bah, mon très cher lapin blanc, d'ici quelques minutes, là, quelques secondes, c'est la dernière ligne droite pour gagner le grand grimoire. Tu te rends compte, on va offrir un grimoire aux enchanteurs. Bah, c'est merveilleux!
Mais oui. Alors, qui est l'heureux gagnant? Ah bah, Qui on finit sait- l'année en beauté et en magie? on sait pas encore. Alors attends, je vais faire le tirage au sort en direct, là, les enchanteurs. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout. Donc attention, là, stop. On ne reçoit plus de mails. Vous avez été plus d'une dizaine à envoyer des mails ce matin, hein, je vous le dis. Donc je vous remercie grandement. Et donc, je vais faire le tirage au sort. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.